La montagne avait été notre rêve. Son sommet enneigé s'était dressé devant nous comme une promesse d'accomplissement, une conquête ultime. Nous étions 5, unis par notre passion pour l'alpinisme, déterminés à atteindre cette crête mythique, à graver nos noms dans la neige éternelle. Mais la nature, indifférente à nos ambitions, nous a rappelé que nous étions sur son territoire, et que la moindre faiblesse pouvait signer notre perte. Lorsque la tempête s'est levée, il ne s'agissait d'abord que d'une brise glacée. Rien de plus qu'un avertissement, un souffle de la montagne qui semblait nous dire de rebrousser chemin. Pourtant, nous avons continué, sûrs de nos forces et de notre préparation. Ce n'est qu'en atteignant le dernier tiers de l'ascension que le vent a changé de nature, devenant une véritable tempête. Il a frappé soudainement, avec une violence inouïe. La neige s'est mise à tomber si densément qu'elle effaçait le paysage, nous plongeant dans un monde blanc où le ciel et la terre n'étaient plus qu'une seule et même chose. Le vent hurlait à nos oreilles, et le froid s'insinuait dans nos vêtements malgré les couches que nous avions accumulées. En quelques instants, la montagne s'était transformée en une prison gelée. Nous étions en train de sécuriser un abri improvisé lorsqu'un de nos compagnons, Marc, a glissé sur une pente glacée. Je n'ai vu que l'ombre de son corps se détacher avant qu'il ne disparaisse dans le brouillard blanc. Mon cœur s'est serré alors que je tirais sur la corde qui nous reliait. Elle a résisté, son poids suspendu dans le vide m'indiquant qu'il n'était pas encore perdu. Nous l'avons remonté tant bien que mal, mais sa cheville était sévèrement tordue. Le moindre mouvement lui arrachait un cri de douleur. Le choc avait laissé des marques sur son visage, et son souffle haletant se mêlait au vent comme une prière étouffée. Il nous a fallu improviser un abri plus solide. Creuser dans la neige, avec nos mains engourdies et nos piolets. Agrandir une cavité jusqu'à ce qu'elle puisse accueillir nos corps serrés les uns contre les autres. Nous avons tapissé les parois avec les couvertures de survie que nous avions dans nos sacs. Le froid n'en était pas moins mordant. En quelques heures, nos vêtements humides avaient commencé à geler, chaque mouvement devenait douloureux, chaque respiration une lutte. Je voyais les signes inquiétants se manifester chez Eric. Ses tremblements étaient violents, et ses mots devenaient incohérents, son regard flottait quelque part dans l'épaisse brume qui nous entourait. L'hypothermie s'emparait de lui. Nous avons essayé de le réchauffer avec nos maigres ressources, mais il semblait déjà être à moitié ailleurs, comme si la montagne l'avait déjà partiellement absorbé. Puis est venue l'avalanche. Elle est arrivée comme un coup de tonnerre, un grondement d'abord lointain qui s'est rapproché jusqu'à devenir une masse en mouvement, déferlant sur nous avec une force écrasante. La neige s'est engouffrée dans notre abri, nous projetant dans tous les sens. Mon corps a été enseveli, mes membres immobilisés, et le souffle coupé par le poids oppressant du manteau neigeux. Ce n'est qu'après ce qui m'a semblé être une éternité que j'ai réussi à creuser vers la lumière. J'émerge, haletant, mes yeux brûlés par la blancheur. Autour de moi, mes compagnons faisaient de même, mais l'un d'entre nous manquait. Nous avons fouillé la neige, criant le nom de notre camarade disparu, mais le silence de la tempête a été notre seule réponse. L'aube suivante, alors que le vent s'apaisait, nous avons constaté que nos sacs à dos avaient été emportés. Ils contenaient tout ce dont nous avions besoin pour survivre, la nourriture, les réchauds, les équipements de secours. Nous avons entrepris de les chercher, fouillant les alentours avec précaution, mais chaque pas semblait risquer de déclencher une nouvelle avalanche. Le sol, instable, se dérobait parfois sous nos pieds, nous rappelant sans cesse notre fragilité. À mesure que les heures passaient, je sentais mes forces décliner. La respiration devenait difficile, comme si l'air lui-même se raréfiait. L'altitude nous affectait plus que prévu, et l'effort pour continuer à bouger nous épuisait davantage. Il nous a fallu accepter la réalité, nous ne pourrions pas atteindre le sommet. Le demi-tour s'imposait, et la descente allait s'avérer tout aussi périlleuse. Alors que nous entamions notre retour, la corde d'un autre alpiniste, Paul, s'est rompue sous la pression du vent et du givre. Il a chuté violemment sur quelques mètres, se retrouvant suspendu dans le vide par une corde de secours. Je me souviens de la peur qui me glaçait les entrailles alors que nous le tirions vers un endroit plus sûr, ses mains gelées agrippant à peine la corde. Chaque minute perdue à le sauver était une minute de plus dans cet enfer blanc. Nos réserves de nourriture s'épuisaient, et l'eau se faisait rare. Nous étions hantés par la perspective de laisser les blessés derrière nous. Les murmures, d'abord impensables, gagnaient en intensité, il nous faudrait peut-être sacrifier les plus faibles. C'était un dilemme moral atroce, un poison qui rongeait notre solidarité, mais les forces nous quittaient. Marc, blessé à la cheville, avançait péniblement, et Eric, toujours engourdi par l'hypothermie, perdait parfois le fil de la réalité. Une crevasse cachée sous la neige s'est ouverte sous les pieds d'Eric. Il a chuté, disparaissant dans l'obscurité. Nous l'avons trouvé allongé sur un pont de glace, le visage tourné vers le vide. En remontant, il n'était plus le même. Son esprit semblait ailleurs,
comme si une partie de lui était restée dans cette crevasse. Puis notre guide a disparu. Emporté par une autre avalanche, il a été englouti sans laisser de traces. Sa connaissance de la montagne nous faisait défaut à présent, et nous n'étions plus que 4 âmes errantes dans cet enfer glacé. La nuit suivante, nous avons cherché un endroit abrité pour allumer un feu. Les flammes tremblotantes étaient notre seule source de chaleur, mais elles ne suffisaient pas à chasser le froid qui s'était installé en nous. Nous avons continué, jour après jour, poussés par un instinct de survie presque mécanique. Le manque d'oxygène nous faisait halluciner, les visages flottaient dans le vide, et les ombres prenaient des formes impossibles. Un éboulement de glace a frappé Paul à la tête, le laissant inconscient. Le porter à bout de bras semblait au-delà de nos forces, mais nous n'avions pas d'autre choix. Lors de la descente dans une forêt, les hurlements des loups ont retenti, brisant le silence oppressant. Leur faim était palpable, leurs yeux lumineux perçaient l'obscurité. Nos forces déclinaient, et nous étions devenus des proies faciles. Mais un blizzard s'est abattu sur nous, plus féroce encore que le premier. La montagne nous obligeait à creuser de nouveau dans la neige pour nous y réfugier, nous enterrer vivants. C'est alors que Marc, épuisé, s'est arrêté. Il nous a fait signe de continuer sans lui, acceptant son sort. Nous avons poursuivi notre route, le cœur lourd, et peu après, un dernier éboulement a frappé. Les rochers et la neige ont dévalé, blessant gravement l'un des nôtres. Il ne nous restait plus qu'à espérer. Et l'hélicoptère est apparu, comme une ombre salvatrice. Ses pales découpaient l'air froid, et le bruit de son moteur était le plus beau son que nous ayons entendu. Nous avons tiré nos fusées de détresse, nos corps vacillant sous l'épuisement et le froid. Nous avons été sauvés, mais nous avions laissé une partie de nous sur cette montagne, une partie qui ne reviendrait jamais.